Présidentielle 2017. Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer. Ne renoncez jamais à cette dignité. L'événement politique est dans la matinale d'Europe 1. Europe 1, 8h16. Nicolas Dupont-Aignan, invité de la matinale d'Europe 1 depuis 7h30 ce matin. Tout à l'heure à 9h, vous répondrez aux questions de la Social Room avec le hashtag élection plurielle 2017. Mais tout de suite, l'interview politique avec Fabien Amias. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Fabien Amias. Alors dites-moi, ce soir c'est plateau télé ou alors vous boudez et vous allez vous promener dans les rues de hier pendant le débat? On verra. Ah, vous n'êtes pas sûr de regarder? Non, je connais par cœur ce qui va être dit. Je n'aime pas les manipulations et les injustices. Je suis comme ça. Et ce débat, et je le dis aux Français, je l'ai dit d'ailleurs, j'écoutais Canteloup et je vais lui dire que la plus belle récompense, ce sont les 11 millions, ça s'est jamais vu dans l'histoire française, un homme politique, 11 millions de Français qui ont partagé ma vidéo sur ma dénonciation de ce débat, parce qu'en République, il y a un principe, c'est l'égalité républicaine, et il doit y avoir en pleine campagne officielle un débat avec tous les candidats. C'est pas une chaîne de télévision aussi, quelle que soit sa qualité, qui doit sélectionner en avance les candidats. Je le dis, d'ailleurs, elle ne l'a pas fait, et j'insiste là-dessus, pour les primaires. Et si on prenait le critère, qu'a pris TF1 pour ce débat, les sondages, ni M. Hamon, qui était à 2%, n'aurait pu être le candidat socialiste, et vous ne le verriez pas ce soir, et ni M. Fillon à l'époque, qui était à moins de 10%, à 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est choisi comme critère est un critère absurde. Alors je rappelle Nicolas Dupont-Aignan que vous avez saisi le CSA et le Conseil d'État et que votre demande a été déboutée néanmoins. Attendez, non, juste un point. Si, c'est la réalité. Non, si je peux m'exprimer. C'est un référé, c'était pas sur le fond, c'était sur l'urgence d'intervenir. Et le Conseil d'État a jugé que ce n'était pas suffisamment important pour pouvoir le juger. Mais à juger, en tout cas, ça sera jugé plus tard. Au droit, ça sera fini. La décision de TF1 de constituer librement son plateau. Mais vous auriez été sur le plateau ce soir. Quelle aurait été la mesure forte que vous auriez défendue? La mesure forte, d'une manière générale quand même, ce que j'aurais dit, c'est qu'on n'est pas condamné à continuer avec la politique qui a été menée depuis 20 ans d'un côté, et passer pour autant au Front National. Et si vous voulez, pourquoi ma présence était importante sur le plateau? C'était justement pour offrir aux Français une voie intermédiaire de rupture raisonnable, tranquille, sérieuse. Parce que vous verrez sur le plateau, on aura exactement les mêmes que depuis 20 ans, c'est-à-dire soit on continue la même politique qui tue les Français à petit feu, soit on part dans les excès des deux fronts. Eh bien, c'est tout le drame de la vie politique. Et tout ce que j'essaye de faire... Avec 3 candidats sur 5 qui n'ont quand même jamais été candidats à l'élection présidentielle. Mais ils ont gouverné. Si. Mais ils ont gouverné. Non, mais attendez, Fabien Amias, c'est fondamental. Monsieur Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans et ministre des gouvernements pendant 20 ans. Et M. Macron a été ministre et conseiller de M. Hollande. À l'élection présidentielle, c'est pas la question, ils ont gouverné. Est-ce à dire ils ont laissé la France dans ce triste état. Interpellé en premier ce soir. C'est-à-dire que finalement, votre débatteur, le contradicteur que vous auriez choisi, c'est Marine Le Pen? Pourquoi l'un ou l'autre? Parce que là, vous citez spontanément le Front National quand on vous demande quel est l'intérêt du débat de ce soir. Je ne veux pas qu'on continue ce dilemme permanent, ce piège permanent pour les Français, qu'ils ont rejeté d'ailleurs à 20 millions d'abstentions au régional. C'est-à-dire que j'aurais dit ce soir, il y a une politique de rupture possible avec ce qui s'est fait, sans tomber dans les excès. Eh bien alors, on va précisément... Alors, par exemple, sur le plan économique, relocalisation. Sur le plan économique, vous en avez parlé avec Thomas Soto. Moi, ce que je voudrais comprendre aussi, et sur le plan économique, l'immigration, on va en parler, l'Europe, l'international. Tiens, vous avez publié un livre étonnant. Justement, votre programme, vous le détaillez, votre agenda des 100 premiers jours, ou alors chaque jour, vous expliquez ce que vous feriez. On va y revenir. Mais par exemple, on apprend que le jour 7, Angela Merkel viendrait dîner à l'Élysée. C'est pas vous qui vous rendriez à Berlin. Mais alors, rassurez-nous, vous lui serrez la main quand même à Angela Merkel? Je pense à ça parce que Donald Trump a refusé de lui serrer la main devant les journalistes l'autre jour au nom des divergences diplomatiques et politiques. On peut tout faire. Caricature. L'alliance franco-allemande est vitale pour l'avenir de l'Europe. Je suis gaulliste. Je ne suis pas contre l'Allemagne. Je veux simplement une Europe équilibrée. Je veux que la France ait un président qui défende ses intérêts. Et je considère que nous avons à bâtir une nouvelle relation avec l'Allemagne sur un pied d'égalité. Point. Ça, c'est le point fondamental. Ensuite, je pense qu'on peut tout changer en Europe sans casser, c'est-à-dire renégocier. L'Europe ne peut plus fonctionner comme aujourd'hui. Il faut avoir le courage, la fermeté vis-à-vis de nos partenaires de dire, maintenant, c'est très simple, soit on transforme ce qui ne marche pas,
Parce qu'on est copropriétaires tous ensemble de l'Europe. Soit on s'en va. Et c'est seulement si on a le courage de s'en aller c'est ce que vous avez expliqué. Qu'on pourra transformer. Sinon, on continuera avec la misère sociale, le chômage de masse, l'immigration de masse. Mais s'en aller, et ça sera l'explosion de l'Europe. Et le retour du mouvement nationaliste. Et est-ce que s'en aller, ça veut dire sortir de l'euro, pour être clair ? Parce que vous dites qu'il faut passer d'une monnaie unique à une monnaie commune. Oui. Alors moi, je veux comprendre les choses. Il y a un programme qui est clair, c'est celui du Front National en l'espèce là-dessus, et qui dit clairement qu'il faut sortir de l'euro. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut sortir de l'euro ? J'ai évolué. En 2012, pour être très précis, dans la vie, il faut être franc. En 2012, oui, mais je pense l'être. Il suffit de lire mon petit livre. 3 € en plus, c'est pas cher. Je suis franc, j'ai évolué. Pourquoi ? Parce que grâce à la Banque Centrale Européenne, depuis 2012, l'euro a pu baisser vis-à-vis des autres devises. Ce que je recommandais en 2012, ça s'est fait. Je ne vais pas dire ça s'est fait, c'est pas bien. Ça s'est fait, ça a permis de donner une bol d'oxygène à nos entreprises vis-à-vis de l'extérieur de la zone euro. Premier point. Deuxième point, en revanche, il reste des déséquilibres fondamentaux au sein de la zone euro. Et je propose la monnaie commune, c'est-à-dire on garde une organisation européenne avec la Banque centrale, on a des parités fixes, mais l'euro peut être flexible, c'est-à-dire que dans le cas de la Grèce, par exemple, au moment de la crise, la Grèce aurait dévalué son euro-drachme, nous aurions l'euro-franc, l'euro-drachme, l'euro-marque, des parités fixes et à terme régulier des possibilités d'évolution. 1 euro, mais également flexible. un euro bis. Euro flexible. Pour rester sur votre conception. Du bon sens. Est-ce qu'un jour, juste, Fabien Amias. Mais on a compris, vous avez été clair, vous l'avez expliqué. J'avance. Est-ce que pour comprendre bien votre conception de l'Europe, est-ce que finalement votre modèle européen, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, jour 42 de votre présidence. Dans le livre, vous dites... Bon, j'ai dîné avec Viktor Orban, finalement il n'est pas si méchant que ça, injustement critiqué par le microcosme parisien. Alors Viktor Orban, pour rappeler quand même, c'est la demande de détention systématique pour les migrants, un référendum demandé contre l'immigration, la défense dans son discours économique la semaine dernière de l'homogénéité ethnique du pays. Vous reconnaissez vraiment en Viktor Orban, pour vous l'Europe c'est ça ? L'Europe, ce que j'ai dit... vous le trouvez sympa Attendez, dans votre ce livre. Que j'ai dit, c'est que j'en ai assez de la caricature permanente faite à Paris de tous ceux qui veulent changer un système qui est en train de s'effondrer. Vous êtes sur un volcan. Vous ne comprenez pas, vous personnellement, on ne comprend pas que le système est en train d'exploser sous nos yeux et on ne fait rien. Travailleurs détachés, on veut que les travailleurs parlent français sur les chantiers, c'est un scandale. En quoi c'est un scandale ? Immigration, on voit pas en quoi travailler français permet pas de coller des briques et mettre du ciment. Eh bien, quand on vient dans un pays, on apprend la langue du pays, on respecte le pays. Deuxième point, quand je demande tout simplement que l'Europe contrôle ses frontières, que les pays contrôlent leurs frontières comme tous les pays du monde, surprise. Est-ce qu'on peut pas... ça c'est intéressant ça, Nicolas Dupont-Aignan. Sur les frontières nationales. Sur l'immigration. Je reviens sur Marine Le Pen. Vous aimez pas qu'on dise que vous dites exactement la même chose. Ça tombe bien parce qu'elle est plus précise que vous là aussi. Par exemple, sur l'immigration, elle dit il faut un solde annuel limité à 10 000 par an d'immigrés en France. Vous, comme François Fillon, vous évoquez des quotas, mais pas de chiffres précis. Pour vous, c'est quoi le chiffre précis, le solde annuel d'immigration ? Je pense qu'il ne faut pas dépasser les 100 000. C'est-à-dire, nous sommes à 227 000 en 2016 d'entrée. Je pense qu'il faut vraiment limiter au maximum. Mais avec un nombre de sorties qui fait qu'il y a un solde net de 67 000 à peu près. Sauf que ce n'est pas les mêmes qui sortent et qui rentrent. C'est tout ça le problème. Ce sont les Français qui s'expatrient, ce sont les étrangers qui arrivent. Ce qui pose quand même un problème. Je reviens là-dessus. 10 000, c'est impossible parce qu'il y a 70 000 étudiants qui viennent dans notre pays. Donc ça, il ne faut pas y toucher, il faut conserver l'apport des étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est très important les étudiants, pour le rayonnement de la France, pour nos universités, pour la francophonie. En revanche, je veux qu'ils repartent. Au bout d'un moment, ils n'ont pas tous vocation à rester. Mais je veux garder le rayonnement de mon pays, je ne vais pas le fermer dans une boîte de conserve. En revanche, j'estime que le chiffre actuel est délirant et qu'il faut donc suspendre le regroupement familial. C'est ce qu'a fait Mme Merkel d'ailleurs. Alors, quand moi je le dis, c'est criminel, mais quand Mme Merkel le fait, tout le monde applaudit. Je dis qu'il faut que les demandeurs d'asile fassent la demande d'asile à nos frontières, dans des centres de rétention, parce qu'aujourd'hui, on n'expulse plus les refus de demande d'asile. Je dis qu'il faut arrêter de donner des aides sociales. Sur le regroupement familial, vous dites suspendre, c'est un moratoire, suspension pendant 5 ans. Je dis qu'il faut arrêter d'être le seul pays au monde qui donne autant d'aides sociales quand un étranger arrive sur notre sol, que c'est un appel d'air considérable et que nos systèmes sociaux explosent en vol. Alors là, j'ai regardé, vous demandez un délai de carence de 5 ans. Voilà, 5 ans pour que les gens qui sont en immigration légale bénéficient des prestations sociales. Mais ça veut dire de fait,
supprimer l'immigration. C'est-à-dire que si quelqu'un vient travailler ici, qu'on dit mais vous n'aurez pas d'allocation familiale, de sécurité sociale, etc. Non, attends, 2 choses. Soyons très précis. Vous voulez que je sois précis? Je suis précis. Oui. Sur la santé, bien évidemment, ils cotisent, ils auront leur santé. En revanche, allocation familiale, aide au logement, RSA, minimum vieillesse, il faut arrêter. Quand vous pensez je le dis toujours parce que je l'ai eu dans ma ville. Ils cotisent. Mais ça paraît pas aberrant qu'ils touchent les fruits de leur cotisation. Ils chargent d'abord leurs droits pendant 5 ans. Et quand ils auront contribué à la richesse du pays, ils pourront recevoir. Madame Merkel l'a commencé à le faire. Monsieur Cameron voulait le faire. C'est du bon sens. Il n'y a pas un pays au monde qui donne le minimum vieillesse, 800 € par mois, à un Bulgare, un Roumain, un Polonais qui est arrivé depuis 3 mois. Il n'y a pas un pays au monde où vous donnez la même chose à quelqu'un qui vient d'arriver alors que l'autre a cotisé 45 ans. Nicolas Dupont-Aignan, moi je voudrais comprendre. Comment on peut supporter une injustice pareille? Vous écoutez, quel est le point qui vous sépare de manière rédhibitoire de Marine Le Pen et du Front National? Vous vous défendez d'avoir le même programme qu'elle. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans la même famille? Mais il suffit de demander, déjà au régional, j'ai eu autant de voix que M. Mélenchon, 1 million d'électeurs, il suffit de demander aux électeurs, ils voient très bien. Je vous demande à vous. Mais moi je vais vous répondre, ils voient très bien que je ne suis pas le même. Est-ce que Mme Le Pen aurait été réélue 3 fois 80% dans une ville de banlieue parisienne? Est-ce que mais vous n'êtes pas le même? Pourquoi ça je suis gaulliste. Qu'est-ce qui vous sépare social républicain? Est-ce que vous avez vu à Debout la France? Et ça c'est des mots gaullistes. Non, c'est pas des mots. Républicains. Est-ce que vous avez vu à Debout la France la moindre arrière-boutique? Quelqu'un qui a eu la moindre affaire? Jamais. Vous savez, pour faire le changement et l'alternative, il faut des gens sérieux, rigoureux, honnêtes. Et dernier point, lisez mon programme dans le détail. L'économie, la projection de la France dans l'avenir, la capacité scientifique, la capacité de rassemblement. J'estime qu'on peut changer. On lit mon programme, on voit la différence. Il est dans votre livre Agenda de président avec le Front National. Et je vais vous dire la dernière chose, c'est que Le Pen ne gagne jamais. Et les patriotes sont cantonnés dans la protestation. Moi, je veux faire gagner les patriotes avec un programme de bon sens. Dites-moi, dans votre livre-programme que vous détaillez, vous voyez amener en France Julian Assange dans votre avion, déjeuner avec les lauréats du Festival de Cannes. Vous imaginez même un tweet que Donald Trump rédigerait sur vous. Vous l'écrivez. Je viens juste de recevoir le nouveau président Dupont-Aignan en discussion franche. J'adore ce type. Et même, vous prévoyez un déjeuner privé avec votre femme. Ça, c'est le jour 80. Dites-moi, là, vous vous projetez, si vous n'êtes pas élu, vous allez faire une très grosse déprime, là, Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez, j'ai voulu, avec ce livre, montrer aux Français qui peuvent le lire qu'on peut gouverner autrement que ce qu'on a connu depuis 20 ans. Et je mets en garde les Français. Le 23 avril, est-ce qu'on en reprend pour 5 ans ou pas? Et attention au mirage Macron et à la réaction Fillon. Je ne peux pas l'accepter. Par ailleurs, je ne veux pas que l'on rate l'alternative. Et je suis certain d'avoir le projet le plus solide. Merci beaucoup Fabien Amias. On ne va pas vous embêter le 14 août parce que vous êtes off. C'est marqué aussi dans le livre qui s'appelle donc Mon agenda sur les rives de la Méditerranée. C'est écrit. On connaît même vos lieux de vacances là, dans votre agenda. Pour une fois où un homme politique veut être transparent sur ce qu'il ferait une fois élu, au moins là je l'ai fait le boulot. Eh bien ça continue dans un instant. Vous répondrez aux questions de Natacha Polony. Nicolas Dupont-Aignan sur Europe 1 jusqu'à 9h. Cette victoire est possible. Elle est là, à portée de main. Les amis, vous avez